Bien, vidéo plus courte maintenant sur les nouveaux mouvements sociaux, avec le document 4, page 233 pour commencer, les nouvelles formes de conflits. Donc ce qu'il faut comprendre, encore une fois, hein, c'est qu'il y a un recul des conflits traditionnels en lien avec le travail, et donc ça se fait au profit de l'émergence de conflits en lien avec des symboles. Ça peut être le féminisme, ça peut être l'écologie, ça peut être la défense de l'égalité contre certaines discriminations ethniques par exemple. Et ces mouvements ont tendance à être transclassistes, c'est-à-dire que les mouvements du travail sont en lien avec la notion de classe sociale, hein, que nous avons déjà abordé en classe. C'est-à-dire qu'on va retrouver finalement des individus qui ont la même place dans le processus de production en opposition. Donc, pour rappel, hein, en gros, vous avez ceux qui possèdent les moyens de production, donc les bourgeois, les capitalistes, et puis face en opposition à ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre sur le marché du travail, pour reprendre Marx, hein. Voilà, et ces deux groupes hein, sont en opposition pour des raisons matérialistes en fait, hein, c'est-à-dire la répartition de la richesse qui est produite. Là, on est dans des mouvements transclassistes, c'est-à-dire que dans des mouvements écologistes ou dans des mouvements féministes, pardon, vous avez à la fois des ouvriers, des employés, des cadres, des chefs d'entreprise, etc. D'accord. Donc on dépasse en fait la notion de classe sociale classique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ces nouveaux mouvements sociaux vont s'accompagner aussi hein, de nouvelles formes d'action collective dont j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente et j'y reviendrai un petit peu après. Alors, un mouvement social, c'est quoi? Un mouvement social, c'est une action collective mais qui s'inscrit en fait dans la durée. L'objectif, c'est vraiment d'imposer des changements dans la société. Vous voyez, par exemple, le mouvement féministe, hein, il a commencé à partir des années 60 en France et on voit seulement, hein, depuis les années 2000, on va dire, en France, quelques améliorations pour ceux qui font sciences politiques, par exemple la loi sur la parité en politique de 2000 est un exemple finalement d'amélioration de la condition des femmes dans notre société. Toutefois, vous voyez, il y a encore des inégalités très importantes hein, de rémunération entre les femmes et les hommes. Je vous renvoie aux statistiques sur les inégalités qu'on avait pu voir dans le chapitre sur les classes sociales. Donc, mouvement social, c'est dans la durée avec l'objectif d'imposer des changements très importants. Voilà. Alors, par rapport à ce petit document, vous voyez, là, je vais reprendre le tableau. Vous avez mobilisation des producteurs laitiers et manifestation de soutien au mariage pour tous. Alors, vous avez d'un côté un mouvement entre guillemets traditionnel en lien avec la répartition de la richesse, hein, puis là un nouveau mouvement social en lien avec des valeurs symboliques, l'égalité face à la loi, l'égalité face au mariage. Et si vous reprenez donc ce petit tableau hein, ici, euh, je vais peut-être pas tout lire, hein, mais valeurs et nature des revendications pour les producteurs de lait, eh ben, c'est tout simplement vivre de son travail. Hein. Et puis lutter contre notamment l'agroalimentaire qui fait pression pour pouvoir payer le lait le moins cher possible. De l'autre côté, manifestation donc de soutien au mariage pour tous, et c'est valeurs défendues, l'égalité devant la loi en fait, hein, de tous les citoyens. Les acteurs dans la mobilisation des producteurs laitiers, bah, ce sont les syndicats hein, tout simplement. Donc on retourne ici dans des conflits vraiment très traditionnels. Dans les manifestations de soutien, ce sont les associations, des citoyens, des intellectuels. Alors ce qu'il faut voir aussi, hein, c'est que les nouveaux mouvements sociaux, hein, en fait, sont beaucoup moins verticaux et beaucoup plus horizontaux. C'est-à-dire que là, dans la mobilisation des producteurs laitiers, ça reste les syndicats qui vont organiser de façon assez verticale le conflit. D'accord. Là, dans les manifestations de soutien au mariage pour tous, il y a différentes associations, il y a différents citoyens, différents intellectuels. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie, si vous voulez, euh, dans, dans le mouvement. Voilà. Il n'y a pas vraiment, comment dire, une, une association qui va diriger le mouvement. Il y en a plusieurs, alors que là, il y en a une association. Il n'y a qu'une seule association qui va diriger le mouvement, c'est le syndicat des agriculteurs. Même s'il y en a plusieurs, ça reste quand même l'idée de l'association des agriculteurs. Voilà. Ensuite, forme d'organisation et répertoire d'action. On est dans la mobilisation des producteurs laitiers dans quelque chose d'assez, enfin, même s'il y a un peu d'originalité, quelque chose d'assez traditionnel. C'est-à-dire qu'on va on va manifester, on va bloquer les routes, ou en tout cas ce qu'on appelle
euh, des journées escargots, je vais y arriver. On peut aussi déverser des choses devant les préfectures, devant les mairies, devant le ministère pour montrer le mécontentement. Ça peut être déverser du fumier, hein, par exemple. Et puis, au niveau des manifestations du soutien mariage pour tous, on est dans quelque chose d'un peu plus ouvert. Vous voyez, manifestation, certes, mais c'est aussi l'utilisation massive, hein, des réseaux sociaux, du web, faire des grandes tribunes de presse, hein, notamment les intellectuels qui vont prendre la parole pour défendre et soutenir le mariage pour tous, etc. Et donc rapport aux politiques dans la mobilisation des producteurs laitiers, les syndicats négocient avec les pouvoirs publics. Donc encore une fois, on retrouve l'idée de cette verticalité, l'idée aussi que les syndicats sont en lien avec l'État, hein, alors que dans les nouveaux mouvements sociaux, il n'y a plus vraiment de lien direct, hein, avec l'État. Euh, on va plutôt, pour le coup, soutien au mariage pour tous, on va soutenir une loi, hein, qui a été défendue par notre ministre de la Justice, notre ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira. Mais si vous voulez, on ne va pas directement négocier avec le gouvernement. Donc un rapport à l'État qui est très différent dans les nouveaux mouvements sociaux, encore une fois, plus en lien avec la répartition de la richesse, mais des mouvements qui sont post-matérialistes, hein, et donc en lien avec des symboles et des valeurs. Alors, définition d'Alain Touraine, encore lui, hein, sur les mouvements sociaux, ça c'est vraiment à connaître par cœur. Qu'est-ce qu'un mouvement social? Le mouvement social, il est fondé sur trois principes. Un principe d'identité. Le mouvement doit avoir conscience de lui-même et de sa spécificité. D'accord? C'est-à-dire que voilà, il faut que les gens qui appartiennent à ce mouvement doivent avoir conscience que le mouvement a une identité. Un principe d'opposition, le mouvement n'existe que s'il y a identification d'un adversaire commun. Et puis, assez logique, hein, là on retrouve ce qu'on avait vu, enfin ce qu'on voit régulièrement dans les conflits du travail, il y a un adversaire commun. Pour reprendre Marx, le prolétariat va se fédérer par opposition aux capitalistes, hein, par exemple. Et puis ensuite, un principe donc de totalité, c'est-à-dire qu'en fait, le mouvement doit avoir des objectifs, hein, précis. S'il n'y a pas d'objectif, il ne peut pas y avoir de mouvement. Donc, conscience que le mouvement existe, principe d'identité. Le mouvement existe par opposition à un autre groupe. Et puis, un principe de totalité, le mouvement doit avoir un objectif, hein, ce qui va structurer, en fait, ce qui va fédérer les individus autour de ce combat. Voilà. Donc ça, c'est pour la définition des mouvements sociaux, qu'ils soient traditionnels ou qu'ils soient nouveaux. D'accord. Alors, petite ouverture, notamment, c'était pour ceux qui font Sciences Po, parce que vous avez dû entendre parler de Charles Tilly. Charles Tilly, c'est un sociologue américain qui a travaillé sur la France et qui a écrit en 1986 un livre assez connu finalement au niveau du répertoire d'action, de l'action collective et du répertoire d'action collective. Et en fait, il prend l'exemple de la France et il décompose l'histoire française en fait en trois grandes périodes des mouvements sociaux. Je vais le faire rapidement. Donc Charles Tilly, c'est lui. Euh, Entre 1650 et 1848, Tilly nous explique qu'en France, en fait, hein, les mouvements sociaux, l'action collective est organisée en fait de manière très locale. C'est pour ça qu'il va parler de modèle communal patronné, hein, donc très local. Et surtout, le mouvement prend naissance avec, comment dire, l'accord de notables, c'est-à-dire des personnes qui ont une position importante dans la hiérarchie sociale. Voilà pourquoi on va parler de modèle communal patronné. Vous voyez, c'est local, communal et organisé, ou en tout cas il y a forcément des notables dans ce mouvement qui structure ce mouvement, d'où l'idée de patronner. Voilà, donc ce type de mouvement va se transformer à partir de 1848. On passe dans une deuxième phase, hein, entre 1848 et 1980, ce que Tilly appelle le modèle national autonome. Donc là c'est quelque chose que vous connaissez beaucoup plus, hein. Ce sont des mouvements qui se font au niveau national, organisés de façon autonome, c'est-à-dire il n'y a pas de notable, mais organisé et structuré par des syndicats. Voilà. Donc ça, ce sont les choses que vous connaissez, notamment en lien avec les conflits du travail, hein. Les syndicats au niveau national vont organiser le mouvement au niveau national de façon autonome, c'est-à-dire indépendamment
de ceux qui possèdent le pouvoir économique, politique, social, etc. Et puis, à partir des années 80, on a encore une modification, encore une évolution. Alors, ça ne veut pas dire que le modèle national autonome disparaît, attention. Mais à partir des années 80, notamment avec l'émergence des nouvelles technologies, on a des mouvements qui sont davantage transnational solidariste, c'est-à-dire qu'en fait, pensez à Greenpeace par exemple, ou WWF, vous avez des mouvements écologistes qui vont se développer non pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle internationale, avec l'idée que finalement les problèmes environnementaux ne touchent pas une nation, mais touchent le monde dans sa globalité. Et on va pouvoir organiser comme ça des mouvements via les réseaux sociaux, via les nouvelles technologies, et donc organiser et fédérer des individus qui veulent participer à ce mouvement au niveau international. Voilà, pensez par exemple à Greta Thunberg qui avait demandé aux élèves tous les vendredis après-midi de manifester leur mécontentement face à l'ancienne génération qui n'est pas tellement consciente des enjeux environnementaux. Et voilà. Donc, vous voyez, assez intéressante, hein, finalement, cette évolution des actions collectives, des formes finalement des actions collectives dans le temps en France. Alors justement, Charles Tilly, hein, j'espère que j'ai été assez clair là-dessus, c'est le sociologue en gros du répertoire d'action collective et du changement, de l'évolution du répertoire d'action collective. Et donc je prends quelques exemples pour montrer que ce répertoire est extrêmement varié. Donc les sit-ins, j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente, occupation d'églises, grève de la faim, déploiement de banderoles sur sur des édifices publics. Le die-in, c'est quand vous mettez un endroit où vous faites semblant d'être mort pour manifester finalement votre mécontentement. C'était die-in assez connu, hein, qui avait eu lieu par rapport aux morts du sida en fait pour imposer, pour comment dire, inciter les pouvoirs publics à faire davantage contre cette maladie. Le Zap Fax Phone, alors ça c'est un peu moins connu, mais en fait vous allez saturer dans les ministères les fax en envoyant des tas et des tas et des tas de fax, ça fait bugger les machines. Les cyberattaques, saturation des réseaux. J'ai pris aussi deux exemples plus modernes, donc l'occupation des ronds-points via les gilets jaunes et puis le mouvement de 2015-2016 Nuit debout, où vous aviez notamment à Paris, place de la République, des jeunes, des moins jeunes, des intellectuels qui venaient débattre de plein, enfin qui venaient aborder plein de points, que ce soit dans le domaine économique, social, politique. Ce mouvement au début c'était contre la réforme El Khomri, donc loi travail, et puis c'est devenu un mouvement comment dire, qui a eu pour objectif de faire des propositions pour repenser la structure même de notre économie et de notre société. Par exemple, pour la France, pourquoi pas aller vers une sixième république. Enfin, une des têtes pensantes de ce mouvement Nuit debout, c'est un économiste assez célèbre d'extrême gauche, hein, je ne vais pas vous mentir, qui s'appelle Lordon. Voilà, Lordon était entre guillemets un des intellectuels les plus impliqués dans ce mouvement Nuit debout. Voilà. Alors, petite synthèse là-dessus, hein, sur les nouveaux mouvements sociaux, l'émergence de nouveaux acteurs, de nouvelles formes de l'action collective. Vous avez donc ce petit document, je ne vais pas tout faire, hein, mais nouveaux acteurs, donc les étudiants, féministes, union de consommateurs, le mouvement Beurre, hein, voilà, qui a pris naissance avec la marche des beurs dans les années 80 pour s'opposer finalement à certaines discriminations. Alors ce qu'il faut savoir d'ailleurs accessoirement, c'est qu'on a appelé la marche marche des beurs dans les années 80. En fait, au départ, elle s'appelait marche pour l'égalité. Vous voyez comment on a détourné finalement le sens initial de cette marche. Voilà, vous avez des collectifs pour les sans-papiers. Les enfants de Don Quichotte, par exemple, qui allaient squatter des appartements à Paris vides pour permettre à certaines personnes sans domicile fixe de pouvoir avoir un toit. Voilà, des nouveaux thèmes, donc droit des minorités, revendications égalitaires, mariage homosexuel, droits de l'homme, etc., etc. Et puis des nouvelles formes de l'action collective. Vous en avez quelques illustrations, j'en ai cité quand même pas mal précédemment, donc je vais pas revenir dessus. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, de cette partie, on est passé au début du 19e, conflit du travail traditionnel qui s'institutionnalise via les syndicats, qui deviennent normaux, entre guillemets, puis pendant les 30 glorieuses,
Ces conflits du travail vont avoir tendance à reculer, notamment parce qu'il y a une répartition de la valeur ajoutée qui est plus juste, mais aussi parce qu'il y a la tertiarisation de l'économie, parce que justement ces conflits se normalisent, s'institutionnalisent, et donc les représentants des salariés, les représentants syndicaux, comment dire, sont souvent perçus comme déconnectés du terrain, et le recul des conflits du travail va laisser place en fait à l'émergence de nouveaux mouvements sociaux, de nouvelles formes de conflits sociaux en lien avec des valeurs différentes que les valeurs matérialistes, encore une fois, d'où le terme valeurs post-matérialistes, comme le féminisme, l'écologie, etc. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair. Et prochaine vidéo, nous aborderons justement les conflits sociaux, soit pathologie, donc nuisibles à la cohésion sociale, soit au contraire facteurs d'intégration, c'est-à-dire les conflits peuvent renforcer l'intégration sociale.